Je vais vous parler maintenant des résultats de nos travaux qui portaient sur l'apport du séquençage de génome entier en trio pour le diagnostic de la déficience intellectuelle chez les patients négatifs en exome. Alors la déficience intellectuelle, c'est un trouble neurodéveloppemental dont la prévalence est estimée entre 1 et 3%. Aujourd'hui, il y a plus de 1400 gènes causaux d'ores et déjà identifiés et plus de 1200 gènes sont des candidats. Le diagnostic moléculaire repose principalement sur le séquençage d'exomes avec un rendement diagnostique somme toute assez modeste puisqu'il est de seulement 35%, ce qui fait que près de 2/3 des patients restent sans diagnostic. Alors notre question était dans quelle mesure le séquençage de génome entier peut-il améliorer ce rendement ? Alors en théorie, le séquençage de génome entier, il permet une meilleure couverture de certaines régions exoniques, la détection des variants introniques, l'identification de SNV dans les régions non codantes, mais surtout la détection des variants structuraux, donc les variations en nombre de copies, type délétion, duplication, et les variants structuraux équilibrés comme les inversions, les translocations ou les insertions. Alors notre cohorte était composée de 33 trios négatifs en exome. Parmi eux, donc 20 étaient des trios issus de la cohorte UGODIMS 1, donc, qui était initialement composée de 75 exomes, auxquels nous avons ajouté 13 trios, là aussi bien sûr négatifs en exome, issus du CHU de Nantes. Le séquençage a été réalisé au Centre national de recherche en génomique humaine, le CNRGH, et pour la partie analyse bioinformatique, nous l'avons effectué sur le cluster de calcul GenoBird à Nantes. Alors aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de protocole ni de pipeline standard validé pour la détection des variants structuraux. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler sur notre propre outil. On a développé notre pipeline en SNECMEC, ce qui nous permet d'avoir une bonne modularité, une évolutivité, une simplicité d'utilisation et une portabilité. Bon, tout ça dans le but d'avoir une bonne reproductibilité de nos recherches. Ce pipeline, il est librement accessible. Vous pouvez l'utiliser en suivant le lien GitLab qui est juste en bas. Donc le choix la constitution d'un pipeline nécessite de bien choisir les algorithmes qu'il compose, puisque pour la détection des variants structuraux, il en existe plusieurs et ils sont complémentaires dans l'approche. Donc nous avons choisi de travailler avec Manta et DELI, qui sont des algorithmes capables de détecter tout type de variants structuraux, auxquels nous avons ajouté GATK, qui lui est plus spécialisé sur la détection des CNV. Nous avons également Expansion Hunter de Novo pour les expansions de répétition, et AnnoteSV pour l'annotation des variants détectés. Et nous avions aussi un module de filtration et de classification, donc, pour pouvoir faire le tri dans les variants qui peuvent présenter un intérêt. Donc je vais vous faire maintenant une brève présentation des types de variants qu'on a détectés, mais tout d'abord je vais vous parler d'un cas un petit peu particulier, puisqu'il a été résolu par une technique complémentaire. Il s'agissait d'une mosaïque résolue donc, par panel sur prélèvement salivaire. Donc nous avons eu 9 SNV et un DEL qui ont été détectés, mais qui avaient déjà été détectés en exome. Il s'agit là donc d'un effet de réanalyse. Ces variants n'avaient pas été considérés comme étant des variants d'intérêt au moment de l'exome. Certains exomes ont été réalisés 3 ans avant le génome. Donc forcément, ils ont été vus différemment. C'est quelque chose qu'on avait déjà observé sur de la réanalyse d'exomes entre 2013 et 2016, où 26% des variants d'intérêt détectés cette fois-ci avaient quand même déjà été détectés avant, mais laissés de côté. C'est particulièrement élevé pour l'ADI, puisque quand on prend l'ensemble des pathologies, la littérature parle plutôt d'un effet de réanalyse de 10 à 15%. Donc cet effet est dû à de nouvelles associations, gènes maladies ou variants maladies, rapportées dans la littérature, ou à la constitution de nouvelles cohortes recherche. Donc les variants qui ont fait l'objet d'un effet de réanalyse, voilà, vous en avez une liste ici. Donc certains étaient des variants pathogènes connus, et d'autres voilà, sont toujours de signification inconnue. Donc nous avons également détecté 2 SNV et un DEL qui étaient donc dans des régions codantes, dans des exons, mais qui n'avaient pas été détectés en exome, ce qui montre l'intérêt du séquençage de génome entier, car il permet une meilleure couverture
de certaines régions exoniques, comme on l'évoquait au tout début. Les deux variants alors sont dans le même gène, les deux variants qu'on a identifiés dans notre cohorte, dans H3F3A. Et donc ce sont des pathogènes qui depuis donc ont été publiés. Et enfin, nous avions 9 variants structuraux qui étaient non détectables en exome. Donc là, on est vraiment sur un apport exclusif du séquençage de génome entier et ça valide l'intérêt, bien sûr, du whole genome pour la détection des variants structuraux. Donc ces variants, certains sont des pathogènes connus et publiés. En revanche, une bonne partie sont de signification inconnue. Alors je vais vous présenter ici quelques aperçus IGV de ces variants. On ne va pas tous les commenter, mais nous avions notamment ici une délétion hémizygote d'1,1 kb dans le gène SLC6A8, donc qui est un transporteur de la créatine et donc qui est connu pour être associé à la déficience intellectuelle. Nous avons ici une délétion hétérozygote d'1,7 kb dans l'exon 6 du gène CXORF56. Donc là, on est sur un variant qui reste un variant de signification inconnue, bien qu'il y ait déjà eu quelques publications donc de variants dans CXORF56 associés à la déficience intellectuelle. Ici, une délétion hétérozygote des exons 1 à 4 d'un long ARN non codant, Chaser. J'en parle pas plus puisqu'il fera l'objet d'une autre intervention tout à l'heure, donc j'entrerai plus dans les détails. Et une délétion ici homozygote dans RSPRY1, donc de 22 kb. Alors c'est intéressant puisqu'elle était uniquement détectable par GATK, donc en effet ça montre l'intérêt de bien combiner différents algorithmes pour la détection. Donc en ce qui concerne les variants structuraux équilibrés, nous avons ici une translocation, donc 7,6 avec point de cassure dans NUS1. Il est hérité de la mère. Donc c'est intéressant puisqu'il coupe le premier exon de NUS1. Et ce gène est un gène connu en déficience intellectuelle. Alors là, ça pose la question, puisque le gène est hérité d'une mère saine, donc ça pose là aussi la question de l'interprétation de ce variant. Et donc ici, une translocation 1,6 de novo avec point de cassure intergénique. Donc là encore, voilà, ce variant est un variant de signification inconnue puisqu'il est difficile d'interpréter voilà, l'intergénique. Et enfin, on a pu aussi observer un événement complexe. Il s'agit d'une inversion duplication. Donc une inversion de plus de 4000 kb de novo détectée par Manta et Deli. Associé à 2 duplications, détectées là aussi uniquement par GATK. Donc la première duplication couvre les premiers exons de TENM2 et une seconde qui duplique la totalité du gène FGF18. Donc si on place ces différents événements sur le génome de référence, on voit ici donc, les 2 points de cassure de l'inversion donc, qui viennent se superposer ici voilà, avec les duplications identifiées, donc ici FGF18 et là TENM2. Donc une des hypothèses possibles pour expliquer ce phénomène, il est possible qu'on ait eu ici donc, une première inversion qui est venue apporter cette région de TENM2 à proximité de ce locus contenant FGF18, et que par la suite, une duplication de la totalité de ce locus nouvellement formé voilà, soit survenue, entraînant donc la formation de 2 copies de FGF18. Alors, pour valider ce scénario, il pourrait être intéressant donc de réaliser un séquençage long grid, puisque ces événements complexes sont relativement fréquents, ils sont difficiles à vraiment interpréter en short read. Donc en conclusion, si maintenant on jette un coup d'œil aux variants par classe, on voit que tout type de variants confondus, on a un rendement diagnostique du whole genome sequencing de 24%, avec 8 variants pathogènes ou probablement pathogènes, auxquels s'ajoutent 12 variants de signification inconnue, dont 4 dans des régions non codantes,
ce qui rajoute un petit peu de complexité à l'analyse fonctionnelle. Je fais un peu le lien avec la présentation d'avant, mais voilà, on va avoir de plus en plus de variants dans les régions non codantes, et là, ce sera encore plus difficile pour l'interprétation. En revanche, ça valide l'intérêt du whole genome sequencing pour l'identification donc, de variants dans ces régions non codantes. Donc on a bien une meilleure couverture de certaines régions exoniques. Reste la question de la détection des variants introniques et de l'identification de SNV dans les régions non codantes. On n'en a pas identifié dans notre cohorte. En revanche, détection des variants structuraux, nous avons pu détecter les variations en nombre de copies et des variants structuraux équilibrés et même complexes. Donc ce qui confirme l'intérêt et surtout la faisabilité du whole genome sequencing en diagnostic de routine, peut-être même en première intention, avec 24% de résolution et des variants candidats chez 36% des patients. Il reste toutefois des limites à cette technique. 36% des cas restent sans candidat après séquençage de génome entier. Et il y a des besoins importants en matériel et en compétences humaines pour ce qui est de la bioinformatique, et surtout la difficile interprétation des variants structuraux dans les régions non codantes. Ce qui nous amène à nos projets en cours. Le RNA-seq permet d'améliorer le rendement diagnostique, ça a été observé, et ça permet également aussi de peut-être mieux comprendre les variants dans les régions non codantes. C'est pour ça que nous avons un recrutement en cours de fibroblastes, de patients, donc patients négatifs après séquençage des génomes entiers, ou patients pour lesquels un variant de signification inconnue a été détecté, donc qu'ils soient dans des régions codantes ou non codantes. Donc, histoire à suivre. Voilà, donc je remercie tous ceux qui ont collaboré à ce projet, et donc tout particulièrement Stéphane Béziot et Benjamin Cognier pour leur encadrement. Merci beaucoup pour ce beau travail. Alors on attend pour une question, et j'ai une question, c'est ça, j'ai appris ça d'hier, la façon de modérer. Des questions dans la salle? Ouais, surtout sur ce focus sur les variantes de structuraux. Je crois qu'on attend tout ça d'interprétation du génome, et aujourd'hui ça reste difficile. Oui, Brigitte. Moi, je voulais juste demander, ce génome, là, vous le faites uniquement en recherche, ou vous pouvez le proposer en diagnostic avec une facturation? Parce que peut-être qu'on aura plus vite de résultats comme ça, enfin, je ne sais pas. Alors, pour l'instant, c'est uniquement en recherche. Pour l'instant. Au fond, ouais. C'est qui ma voisine qui veut un... Je t'oublie pas au fond, je t'ai vu. Est-ce que vous êtes retourné voir les données de l'exome, notamment pour les CNV avec des délétions et des duplications, pour voir si vous voyez sur les BAM une différence de profondeur, si c'était déjà détectable sur l'exome ou pas? Non, on ne les a pas vus. Sur ceux qu'on a... Alors on n'a pas forcément eu accès à tous les exomes, il me semble, mais sur ceux qu'on a pu contrôler, ils n'y étaient pas, non. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Ma question concernera le variant de signification indéterminée dans NOS1 qui était hérité de la mère. On est sûr que la mère n'est pas polysymptomatique, parce que je suis un patient NOS1 en l'occurrence qui avait une dystonie myoclonique assez légère, avec une mutation de novo tout à fait pathogène. Et donc on avait un peu récusé au départ ce variant parce que le patient ne présentait pour nous pas du tout de déficience intellectuelle, rien du tout. Et quand on lui a fait par contre des évaluations psychométriques, c'était pas bon du tout. Ils ont vraiment pas de retard de langage. En tout cas lui, il n'avait pas de retard de langage. C'est un peu difficile de faire une généralité, mais je pense que ça peut valoir le coup de tester la mère, même si vous avez l'impression qu'elle est complètement asymptomatique. Alors, c'est un patient qui est suivi par Sandra Mercier. On en avait discuté en staff clinique, et elle avait l'air assez confiante quand même sur le côté sain de la mère. Ça dépend du tissu. Là, nous, on travaillait donc, sur des PBMC. Ouais. Ouais, une dernière? Oui, une petite question pratique. Pour le RNA-seq à la fin, l'overlap entre le pattern d'expression génique dans les fibroblastes versus le cerveau, est-ce qu'on a une idée? Oui, on est. Alors, il y a eu plusieurs papiers.
On est autour des 50 à 60% dans certains papiers, donc c'est assez peu. Certains gènes ne sont même pas du tout exprimés. Je pense par exemple à PAX6, qui ne l'est pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un problème. Alors on ne va pas forcément travailler que sur les fibroblastes. On a dans l'idée aussi de tester différents types de tissus, notamment des cellules urinaires, des progéniteurs qu'on peut extraire des cellules urinaires. On a fait des premiers comparatifs sur des données publiques. C'est assez encourageant. On voudrait le confirmer avec nos propres prélèvements, mais on aurait 10 à 15% de gènes associés à la déficience intellectuelle en plus exprimés dans ces progéniteurs que dans les fibroblastes. Donc voilà, ça fait partie des projets en cours. Très bien, merci à tous. J'avais juste une petite question, c'est sur les variants de structure. Est-ce que vous avez mis en œuvre des techniques de confirmation autres que le séquençage, en particulier sur l'inversion, pour essayer de le confirmer? Et là, non, alors pour l'inversion complexe, non, là l'idée pour ce cas particulier-là, ce serait de le tester sur le bionano, voilà, pour avoir une idée de cette structure-là. Oui.